Hello, je vous retrouve, nous sommes le mardi 5 août, donc demain je pars en vacances pour 3 semaines et demie, donc je suis contente, ça va faire du bien. Là je profite de ce que les enfants et mon mari sont partis faire un tour en vélo. On a déjà fait, moi j'ai déjà fait un tour avec eux, enfin moi je vais à pied, ils sont en vélo dans les chemins de champs autour de chez nous, et c'est vrai que ça fait du bien. Ça fait du bien, mais normalement j'aurais peut-être mis un petit insert d'une de mes promenades, mais je sais plus trop. J'ai préparé aussi mes lectures pour les vacances. Ça me fait penser que je dois rajouter ma liseuse d'ailleurs aussi. Donc je vous aurais mis un petit insert aussi, un moment de préparation de ce que je prends en vacances. Bon, je pense que j'ai eu les yeux un peu plus gros que le ventre, mais on verra bien. En même temps, je me dis, ouais, mais ça fait pas beaucoup si t'en lis 2 par semaine. Mais en même temps, je pense que je vais être pas mal occupée. Mais sinon, au niveau lecture, bah, je suis toujours sur Ainsi vient la nuit qui va m'accompagner en vacances parce que bon, ça m'étonnerait que je le termine ce soir, vu que je suis même pas à 200 pages, qu'il en fait plus de 400, je crois. Ouais, il a fait près de 500 même. Donc, mais il se lit toujours aussi bien. Je sais pas trop vers quoi on va aller. Bon, c'est assez mystérieux. À voir la suite. J'ai commencé alors je crois qu'il y en aura 4 en tout, ouais, une histoire en 4 tomes, c'est Les Âges perdus. Là j'ai les 3 premiers tomes, alors je ne sais plus où j'ai mis les 2 autres tomes. Moi, ils sont juste derrière moi, ils sont juste là derrière, que j'ai reçu par les éditions d'Argo.
des fois, il m'envoie voilà, ponctuellement des bandes dessinées. Celui-ci, avec toujours un petit mot sympa, je trouve. Il est à l'envers. Voilà, je trouve que c'est toujours assez sympa. Alors, c'est de Jérôme Legris. Les dessins, c'est DJ Poli. J'avoue que je ne connais pas du tout ces auteurs et illustrateurs. En fait, ça part du postulat qu'en l'an 1000 de notre histoire, vous savez qu'à chaque millénaire, il y a toujours sa cohorte de gens qui annoncent la fin du monde. On a eu ça pour le passage à l'an 2000. Et là, à l'an 1000, en plein Moyen-Âge, ça a été le cas aussi. Sauf que ici, dans ce graphique, effectivement, il y a bien eu fin du monde, puisqu'il y a une pluie de météorites qui s'est abattue sur la planète. Et il y a eu des nuages toxiques qui ont couvert le soleil, ce qui fait qu'il y a eu très peu de ressources pour que les humains puissent manger. Leur nombre a diminué, ils ont dû se réfugier dans des grottes. Et là, on les retrouve des millénaires plus tard. Donc je suppose que si on mettait ça parallèlement à notre époque, on serait encore plus avancé dans l'histoire de l'humain. Sauf que là, on se retrouve avec des humains, vous voyez comment ils sont habillés. On a l'impression quand même qu'ils sont encore à l'âge de la préhistoire, hein. Alors la préhistoire avancée, mais pas du temps du Néandertal. Après, la préhistoire, c'est trop loin pour moi au niveau, au niveau court, donc je ne saurais pas vous dire. Mais voilà, on est des guerriers comme ça, voilà, ça fait quand même assez... Ou alors, vraiment, les tout début du Moyen-Âge, et encore pas dans leur façon de vivre, parce qu'en fait, ils commencent juste à sortir un petit peu des grottes, et ils sont séparés en clans. Et ils ont des forts, ils ont construit des forts en bois, bien sûr, parce qu'ils n'ont plus la maîtrise des fabrications en pierre, ou l'équivalent de briques. Et en fait, les forts, selon les périodes, il y a tel ou tel clan. Voilà, tout est assez codifié, hein. Il y a les anciens qui veillent à ça, il y a des chefs de clan, et telle période, alors si un clan habite, je sais pas, plus au nord, l'été, il va venir dans ce fort. Si c'est un clan qui vient d'ailleurs, pareil, il va venir se protéger là. On voit aussi un clan qui vit dans les plaines. D'ailleurs, c'est assez impressionnant parce qu'ils sont obligés de passer... en fait, tout le fort est construit en hauteur, parce que s'il passe dans les hautes herbes, c'est bourré de serpents. Et ce fort-là, il sert notamment pour les clans qui chassent des oiseaux pour se nourrir. En fait, les clans suivent aussi les troupeaux. Ils ont perdu aussi la science l'habitude pour planter des graines, donc simplement ne serait-ce que faire pousser du blé. Voilà, vraiment tout a été perdu, hein. Je ne vous parle même pas des écrits et compagnie, même si au Moyen-Âge, il y avait vraiment que les prêtres qui avaient plus la maîtrise de l'écrit, puisque même dans la noblesse, on avait encore pas mal de gens qui étaient illettrés. Mais voilà, tout ça a été perdu. D'ailleurs, les animaux sont particulièrement sauvages et je trouve particulièrement intelligents. Alors, c'est pas encore assez développé, je ne sais pas si ça va être développé dans les 2 autres tomes, mais par exemple, il parle des écorcheurs. Alors, je pensais qu'il parlait d'un clan d'autres humains, mais non, ce sont des ours. Mais des ours qui n'ont pas peur de l'homme, qui osent pénétrer dans les forts. Enfin voilà, c'est-à-dire des animaux quand même qui sont, je trouve, plus intelligents que ce qu'on peut voir d'habitude. C'est pareil, les oiseaux qu'ils chassent pour se nourrir, c'est des oiseaux mais qui sont vraiment immenses. Ça donne un petit côté, même les ours, je pense qu'ils sont beaucoup plus grands que ce qu'on peut voir en vrai. Voilà, ce qui leur permet avec les oiseaux de se nourrir, mais on est à la limite un peu, pas du ptérodactyle, je trouve qu'on n'en est pas loin, il y a un petit peu de ça, donc on voit que les animaux ont évolué de façon différente aussi. Et puis, on va suivre ce groupe qui est mené, alors je ne sais plus comment il s'appelle, Primus d'humour, donc là c'est sa fille. Il va avec un petit groupe, ils se rendent dans un fort. Or, c'est pas leur tour d'aller dans ce fort, mais ils y vont, ils obéissent à Primus, lui font confiance parce que lui veut leur montrer quelque chose de très important. Et effectivement, il va leur montrer. Alors, je ne sais pas si pour l'instant je peux trop vous en dévoiler, je vais voir un petit peu les 2 autres tomes. Mais voilà, c'est vrai qu'il leur montre quelque chose de vraiment très important. Il a aussi gardé des traces du passé qu'ils se sont, comment dire, transmis de génération en génération.
Voilà, donc bah, ils espèrent un meilleur puisque la race humaine est en train de s'éteindre malgré tout. Voilà, puis évidemment, bah, le fait qu'il aille dans ce fort alors que c'est pas le tour de son clan, évidemment, ça va poser problème. Et puis on va suivre plusieurs individus voilà, qui vont devoir commencer une quête qui va être assez périlleuse. C'est assez dur hein, quand même. Il y a des personnages qui sont tout de suite tués. Enfin, c'est voilà, on sent le monde très très dur. Donc c'est voilà, on a l'impression d'être un peu dans une sorte de début de Moyen Âge ou fin de la période préhistorique, avec une nature qui a l'air très sauvage, qui a repris ses droits, et puis des humains qui essaient de survivre. Alors je ne sais pas ce qu'ils vont faire de ce qu'ils ont gardé du passé, puisque quand même au Moyen Âge, il y a quand même pas mal de choses qui avaient été enfin, sur lesquelles les humains avaient progressé. Donc je serais curieuse de voir la suite. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce premier tome. Et puis j'ai terminé, je voulais finir avant de partir en vacances, Under the Oak Tree, le tome 1 chez K-Books. D'après ce que j'ai vu sur le site de la FNAC, le suivant doit sortir au mois d'octobre. Ça se lit bien, c'est une bluette romantique, hein. Voilà, vous pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'aime beaucoup les dessins, voilà, c'est tout ça. On suit Maximilienne, hein, qui est rejetée, elle est la fille d'un duc, la fille aînée d'un duc, mais elle est rejetée par sa famille, puisqu'elle est bègue, et puis en plus, sa mère est morte quand elle était toute petite, son père s'est remarié avec une autre femme. Alors, on n'a pas vu encore l'autre femme, on n'a pas vu sa sœur, enfin sa demi-sœur, quel comportement ils ont avec elle. On a quelques flashbacks, mais son père, en tout cas, la déteste. Enfin, il est vraiment horrible avec elle. On a quelques flashbacks et c'est assez affreux. Bon, c'est un trope qu'on retrouve souvent dans les webtoons hein, ou les webcomics. Et voilà, et il l'a mariée à un chevalier qui est ici. Hein. Bon, il n'est pas vilain de sa personne. Hein. C'est qu'un simple chevalier, en fait. Et voilà, il se marie. Lui n'est pas vraiment pour se marier non plus, mais on ne lui laisse pas trop le choix. Euh, voilà, il consomme leur nuit de noces. Et puis, le lendemain, il s'en va sans un mot pour aller combattre notamment un dragon. Et il revient tout auréolé de gloire, puisqu'il a réussi à vaincre ce dragon. Et on voit, dès le début, on voit Maximilienne qui est très 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 anxieuse puisque son mari, elle a peur qu'il la repousse, qu'il demande le divorce puisque le roi a proposé, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est Riftan, ouais, voilà, c'est Riftan, oui. Le roi lui a proposé de lui donner sa fille en mariage puisque c'est un héros maintenant, mais il lui refuse, il revient, il emmène Maximilienne avec lui, donc elle, c'est vrai elle a toujours ce gros problème de bégaiement, donc elle n'ose pas trop parler. Elle a peur d'être repoussée, elle a peur qu'il ne l'aime pas. Bon, lui, on sent qu'il a des sentiments pour elle. Voilà, c'est assez... il y a quelques scènes un peu sensuelles. Bon, voilà, c'est vraiment... C'est très romanesque, quoi. Hein. Ça tourne vraiment beaucoup autour de leur relation. Il y a une très belle carte au début. Bon, à voir la suite, ce que ça va donner. J'ai regardé un petit peu, un petit peu sur Internet, tout ça. On me montre quelques extraits. Il va y avoir un développement, je pense, bah, notamment au niveau du personnage féminin. Alors, j'ai une collègue qui m'avait dit que le développement de personnage féminin était un petit peu stoppé par son mari, justement, qui lui dit, bah non, je suis pas d'accord, qu'il est assez jaloux, et puis après qu'il la laisse faire. Bon, c'est un petit peu un jeu comme ça. À voir la suite. Il y a aussi, avec Riftan, il a des chevaliers avec lui, hein, qui sont sous son commandement, et il a aussi un mage avec lui, donc je pense que ce mage aura aussi un rôle à jouer plus tard. Voilà, ça se lit très bien, hein. Je vous dis, c'est très romanesque, mais très romantique, mais c'est très sympa. Je ne sais pas si je vous avais montré, mais j'ai reçu les bandes dessinées. Elles sont toutes scratchées comme ça au bout. Voilà, super. Mais enfin, ça, malheureusement, avec les BD, ça arrive assez souvent. Sinon, j'ai fait un gros tri. Hein, je vous avais dit lors de mon dernier vlog, je crois. Je sais même plus. Je sais même plus. Ce qui fait que j'ai déposé 2 cartons pour Momox en point relais. C'est toujours un petit peu la galère parce que mon point relais habituel est fermé en ce moment avec les vacances. Mais eux, ils l'annoncent et ils le notent sur Internet. Et l'autre point relais, c'est un café, donc il était censé être ouvert le dimanche. Pour finir, il n'était pas ouvert.
Donc là, j'ai appelé, aujourd'hui, il était ouvert, donc j'ai pu déposer mes 2 colis avant de partir, parce qu'après, bah, le truc n'est plus bon, hein. On a 10 jours pour envoyer, et sinon les QR codes sont plus bons. Et puis, voilà, c'est fait. Donc, il y a une cinquantaine d'euros, normalement. Et bon, après, les livres, je les revends pour rien. Par contre, j'ai fait avec Cultura. C'est vrai que l'une d'entre vous m'a dit de me renseigner sur Cultura, sur les points fidélité, tout ça. Donc, c'est vrai que maintenant, je fais bien attention qu'ils demandent la carte ou de la leur donner. Et puis, du coup, j'ai un peu plus regardé comment ça se passait pour revendre des livres d'occasion. Ils sont un petit peu plus intéressants que Momox, je trouve. Puis alors, c'est plus pratique parce que bon, il n'est pas très loin de chez moi, le Cultura. Alors, il faut prendre la voiture. Hein. Enfin, après, j'habite un village, donc c'est sûr qu'il n'y a rien sur place. Mais voilà, j'ai tout mis en sac. J'ai tout scanné avant de chez moi. Euh, je pense que j'étais aux alentours de 140, 150 livres. Franchement, des livres, ça m'a fait suer. Ah, c'est dur de se séparer de ces livres, mais j'ai plus de place chez moi. C'est une horreur, c'est une horreur. Donc je pense qu'il va falloir que je prenne l'habitude. J'aimerais bien tous les mois. Souvent, je prends des bonnes résolutions plus à la rentrée, moi, que... Alors, une de mes bonnes résolutions principales, c'est je vais faire un petit peu plus de sport et je vais un peu moins me prendre la tête et moins stresser. Bon, hein, tous les ans, on en revient à peu près au même, mais c'est pas grave. Mais là, j'aimerais bien essayer de faire un peu de rangement, puis voilà, certains livres m'en débarrasser, parce que bon, ça ne sert à rien de les garder là si je vais pas les relire, mais il y en a, c'est vrai que c'est compliqué. Et là, quand même, j'en avais. Alors, c'est vrai qu'il y a des livres qui sont repris pour 20 centimes. Hein. Mon Mox, il y en a, ils sont repris pour 15 centimes. Mais bon, je me dis, au moins, ça débarrasse. Vinted, c'est trop long. Alors, Vinted, il y en a, je suis pas sûre qu'ils partiraient déjà. Je sais pas trop quel prix même. Alors, il faut prendre la photo, il faut mettre en ligne. Faut mettre les infos. Vous êtes quand même obligé de garder les livres chez vous, de les stocker chez vous. Et là, franchement, j'ai besoin de faire de la place. Et puis bah, après, il faut courir à chaque fois, faire les cartons. Bon, c'est un petit peu casse-pied. Alors, je dis pas si j'avais des beaux reliés collector, je les mettrais sur Vinted pour les revendre à un prix intéressant. Ça m'est arrivé pour certains livres de regarder combien c'était repris sur Vinted au plus bas prix. Enfin, la personne qui faisait l'offre la plus intéressante, enfin la plus basse. Et moi, combien je gagnais, par exemple, par rapport à Momox ou par rapport à Cultura. Des fois, il y a 2 euros de différence. Je me suis dit, bah, plutôt que de m'embêter voilà, refaire un colis, devoir aller en relais colis ou à la poste pour le mettre, j'ai pour 2 euros, ça vaut pas le coup. Pouf, je l'ai mis chez Cultura ou chez Momox. Voilà, mais c'est vraiment des exceptions parce que les autres sont un peu plus anciens et c'est pas repris. Donc voilà, donc quand même, je sais pas si je vous ai dit, une carte cadeau, une e-carte de 140 euros quand même. Hein, donc j'étais contente, les enfants aussi, évidemment, puisqu'on était allé déjà, on y était allé vendredi, je crois, chez Cultura. Vendredi, ouais. Et ils ont repris des mangas, les Blue Lock, l'histoire de foot. Liam a voulu reprendre des One Piece. Enfin, il en a pris un où il s'était arrêté. Bon, c'est con, je les ai en bibliothèque, mais bon, après, ils aiment bien les avoir sur place. Puis là, je travaille pas, donc ça va être compliqué. Et puis, ils ont pris chacun une BD. Bon, c'est toujours les foot furieux, les rugbymen. Ils aiment bien ce genre de trucs. Comme j'ai fait un peu de tri, ils ont regardé un petit peu les bandes dessinées. En bande dessinée, moi, c'est plus des trucs adultes. Mon mari a toute la collection des Tintins en petit format. Ils avaient ressorti en petit format à un moment. Il a tous les Michel Vaillant. Bon, ça ne les intéresse pas encore beaucoup. Ils ont commencé à regarder un petit peu les Astérix et Obélix, même si j'en ai pas beaucoup. J'avais des Schtroumpfs. Ils sont partis en boîte à livres parce que ils n'ont pas envie de les lire. Ça m'a fait un peu mal au cœur parce que c'est des livres que j'avais depuis toute petite. En plus, c'est bête, bah là, ils n'ont pas école, mais il y a un de leurs copains qui est fan des Schtroumpfs. Ah, bah, j'ai mince, je ne sais pas où il habite exactement. Il habite le même village que nous, mais je ne sais pas où exactement, parce que ami, j'aurais été lui donner, quoi. S'il les a pas lus, s'ils avaient lu, je les mettais en boîte à livres. Mais là, bon, je ne sais pas s'il fait la boîte à livres de temps en temps. Mais voilà, en plus, j'ai pas de numéro de téléphone ni rien, donc je peux pas, sinon j'aurais proposé. Ça me fait plus plaisir à la limite. Enfin, là, je pense que ça va être pris aussi par d'autres gamins, quoi. Ça me ferait trop mal au cœur qu'ils soient achetés. Alors oui, ils ont un peu jauni, mais ils sont pas abîmés. Je fais très attention à mes affaires, donc il n'y a pas de raison. On a mis plein de livres aussi en boîte à livres. Et puis, ouais, donc du coup, là, on y est retourné. Je suis partie, j'avais 3 grands sacs, mais alors hyper lourds, chargés. J'avais plein de BD aussi. De toute façon, c'est pareil, je suis en train de faire un tri dans les graphiques. Je me suis dit, mon Dieu, j'espère que les vendeuses, elles vont pas me... En même temps, je leur ai rapporté des trucs. Oh, ils sont en bon état, ils sont beaux les livres, ils sont neufs. Et oui, ils sont neufs, j'en prends vachement soin. Je dis, ah, ça fait mal au cœur de les donner. Il y en a une des vendeuses qui me dit, ah ouais, moi aussi, il faut que je fasse du tri. Elle me dit, ouais, c'est vrai que c'est dur de s'en séparer.
Mais bon, elles étaient contentes parce que j'avais déjà tout scanné avant. Donc elles n'avaient plus grand chose à faire. La seule chose elles avaient à faire, en fait, elles ont la liste. Enfin, il faut aller à la borne, il faut rentrer le code qu'ils vous ont envoyé par internet. Je vous le dis, au cas où vous voudriez revendre des livres, ça peut être intéressant. Et puis il y a quelqu'un qui vient, elle doit rentrer son code vendeuse. Je dois rentrer une pièce d'identité. Et puis là, sur la liste, par exemple, elle dit il y en a 2 qu'on va garder, nous, dans le magasin. Donc c'était les Nombrils, tome 3. Bon, les Nombrils, j'ai adoré, mais on les a en bibliothèque. Je les ai déjà lus. Mes garçons, je pense pas que ça va les intéresser beaucoup, donc je les ai revendus. Donc c'était le tome 3 des Nombrils qu'ils ont gardé, et je sais plus ce que c'était l'autre livre. Je sais plus. Bon, ils en ont gardé 2 en magasin. Et les autres, ils envoient une société qui s'appelle Lily, comme le prénom. C'est une société de revente de livres d'occasion. Mais ils font les particuliers. Mais non, ils redonnent, ils redispatchent dans des magasins. Donc, il se peut très bien que Cultura récupère après des livres que j'ai donnés. Mais ils envoient tout à une société qui, voilà, qui regarde l'état des livres. Enfin, là, je peux vous dire qu'ils n'avaient rien, les livres, quoi. Ils étaient vraiment nickel. Voilà. Et du coup, les enfants ont repris des boulocs. Ils ont repris. Est-ce qu'ils ont repris un One Piece? Ouais, je crois qu'ils ont repris un One Piece et puis une paire de boulocs. Donc, on a déjà fait descendre la carte cadeau à 85 euros. Mais enfin, moi, il y avait un livre que j'avais repéré depuis un moment. Ah, ils l'ont chez Cultura, celui-là, super. C'est pas une maison d'édition qu'on voit beaucoup voilà, dans les enseignes ou dans les librairies. Et chaque fois que je passais devant, je bavais parce qu'il coûte quand même près de 30 euros. Et puis là, du fait qu'il y était, c'est aux éditions Le Héron d'Argent. C'est L'art du tarot divinatoire de Shiitake et de Sophie Sobinet. J'adore ce que fait Le Héron d'Argent, et j'adore, il travaille beaucoup avec Shiitake, qui est une illustratrice japonaise. Et j'adore ses dessins, j'adore les dessins de manga, moi. Donc là, autant vous dire que voilà. Et j'ai plusieurs livres déjà illustrés par cette même illustratrice. Ils sont magnifiques. J'ai des contes de fées. Donc on revoit les contes de fées. Alors les textes sont parfois courts, hein, mais vous voyez, vous avez tout ça, c'est Shiitake qui les a faits. Il y a les contes merveilleux, donc là on voit Alice. Les contes japonais, je crois que je l'ai aussi. Les contes féeriques, et là, Asian Queens, je crois que je les ai tous. Je crois que faudrait que je revérifie en bas, mais je les ai tous. Mais ils sont à 29,90. Et là, en fait, ils ont relancé. Ils font souvent des campagnes Ulule. Hein, Le Héron d'Argent, ils font campagne Ulule. Et après, ils sortent leurs romans ou leurs beaux livres comme ça. Là, j'ai fait leur dernière campagne Ulule, mais c'était... en fait, ils ont créé un tarot illustré par Shiitake. Donc évidemment, j'ai pris le tarot parce que j'adore ça. Mais prendre le livre en plus, ça faisait trop cher. Et je me suis dit, de toute façon, ils vont le sortir. Je l'achèterai peut-être plus tard. Et là, c'est vrai, ça fait un bon temps qu'il est chez Cultura. Et il n'y avait qu'un seul exemplaire en plus. Et à chaque fois, je passe devant. Je faisais plusieurs fois qu'on passe chez Cultura. Donc là, je me suis dit, avec la carte cadeau, puis alors limite, je préfère aller chez Cultura en me disant, je vais acheter tel ou tel livre. Voilà, comme ça je sais moi ce que je veux, parce que quand vous arrivez là-dedans et que vous voyez tous les livres, parce que là je me dis, 140 euros, je pourrais m'acheter plein de livres. Je dis, non, tu te calmes, tu achètes que celui-là, plus des livres pour les enfants. Donc je suis super contente, c'est voilà, très beau. Donc il vous explique, hein, voilà, les différentes cartes de tarot. Bon, du coup, j'ai hâte d'avoir le tarot que je dois avoir en septembre normalement. Hein, vous avez toutes les arcanes majeures en fait du tarot, si vous connaissez un petit peu. Il y a même les méthodes de tirage, tout ça. Donc ça a l'air assez complet. Et puis j'aime trop. Bon, il y a même quelques trucs sur l'ermite, tout ça. Il est vraiment super beau. Ils sont bons. Bref, j'adore. Donc de toute façon, je les ai quasiment tous. Je crois. Il faut que je regarde en bas, mais je crois que je les ai tous. Voilà, je vais vous laisser ici, moi, pour ce vlog. Je pense que je reviendrai, alors je ne sais pas, j'espère que j'aurai l'occasion pendant les vacances de vous reprendre. J'aimerais bien, je pense que je vais faire sous forme de vlog pendant les vacances parce que j'aurai pas le temps. De toute façon, je ne vais pas transporter pas les compagnies. Mais voilà, j'espère que je pourrai vous prendre de temps en temps en vlog et vous parler de mes lectures. Peut-être mettre quelques petits inserts de vacances pour vous emmener aussi avec moi en vacances. Ce serait sympa, surtout que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ne partent pas en vacances ou alors qui sont déjà rentrés. Bon, c'est toujours sympa d'avoir des fois une petite vidéo à regarder. Et puis, voilà, je pense que je reviendrai pour clore dès que j'aurai fini...
Je vais essayer de finir ce soir avant qu'on parte de lire les 2 autres volumes que j'ai, parce que le tome 4 n'est pas encore sorti. Celui-ci, je vous en parlerai plus tard, hein, selon la longueur du vlog, mais bon, c'est clairement, je ne le finirai pas ce soir. Et puis, voilà, donc je vous dis à très bientôt. Hello, je vous retrouve, nous sommes le samedi 9 août, si je ne dis pas de bêtises, donc pour ouvrir un nouveau vlog. Alors normalement je vous aurais mis des inserts, alors je ne sais pas si je les aurais mis avant, après, parce que bon, vous avez vu un peu le changement de décor. Voilà, j'ai des inserts qui datent de quand j'étais chez moi, et là je suis, ça y est, en vacances en Normandie avec les enfants, le mari. On est arrivé depuis mercredi. Et c'est bien, ça fait du bien enfin d'être en vacances, de couper un petit peu. Moi je vous avoue que j'ai les nerfs qui retombent un petit peu là et ça fait du bien. On est en Seine-Maritime, on a pris un gîte et on est vraiment... Bon, après, où on habite, on est aussi à la campagne, mais là on est vraiment près des champs, c'est-à-dire qu'on voit le tracteur passer, enfin la moissonneuse passer, le gars faire ses ballots de paille, enfin ils sont en pleine moisson en ce moment, donc là ça s'est arrêté, mais vous aurez peut-être des petits bruits de fond tout à l'heure, parce qu'on est sur une exploitation agricole, donc du coup il y aura peut-être un petit peu de bruit. Là je profite, les enfants, mon mari sont partis jouer au foot, donc c'est très coolos, ça fait du bien. Je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais lu. J'ai fini, mais ça je les ai lus avant de partir en vacances, comment les âges perdus. J'ai un doute d'un seul coup. Les âges perdus, je crois que c'est ça, qui est un graphique que j'avais reçu en service de presse de la part de Dargo. Et alors ce sera une série qui sera en 4 volumes. Là ils m'ont envoyé les 3 premiers, parce que le troisième est sorti il n'y a pas très longtemps. J'ai vraiment beaucoup aimé ce graphique. On est en fait, on se retrouve à l'an 1000 et il y a beaucoup de prédictions comme quoi ça va être la fin du monde. Et effectivement, pour le coup, il y a vraiment une fin du monde, c'est-à-dire qu'il y a des météorites qui s'écrasent sur la Terre, des boules de feu. Donc les humains vont être obligés de se réfugier, enfin ceux qui restent en vie, de se réfugier dans des grottes, puisqu'il y a des nuages toxiques qui vont apparaître, qui vont cacher le soleil. Donc il n'y a plus d'agriculture, il n'y a plus d'élevage, et on va retrouver les humains des siècles plus tard. J'ai beaucoup aimé déjà le graphisme. Normalement je vous aurais mis un insert, j'aime beaucoup ce côté un peu sombre, après moyenâgeux, même si là on n'a pas l'impression d'être tout à fait au Moyen-Âge, puisqu'on a l'impression d'être plutôt, je sais pas, la préhistoire. Mes leçons de cours de préhistoire sont trop loin, mais en fait quand on retrouve les hommes, ils ne savent plus, enfin tout a été perdu au niveau de la civilisation. Ils ne savent pas lire et écrire, ils ne savent plus cultiver, ils ne savent plus élever. Enfin, c'est vraiment, on est reparti vraiment, pas au point zéro, mais des siècles en arrière. Et j'ai beaucoup aimé ce côté assez sombre, et les dessins. Et on va suivre un petit groupe, un homme qui emmène quelques guerriers et sa fille qui est déjà adulte avec lui. En fait, les humains suivent les troupeaux pour pouvoir se nourrir, et ils ont construit des forts en bois, puisqu'ils n'ont plus la technique pour construire les forts en briques. Et en fait, chaque clan, alors il y a quand même des juges, des gens qui s'occupent de, voilà, de faire régner un peu
la loi, ce qu'on appelle les anciens. Et sinon, chaque clan occupe un fort, chacun leur tour selon leurs besoins. C'est établi depuis un moment. Et là, donc on va suivre ce petit groupe et ils vont dans un fort dont normalement, c'est pas leur tour d'aller dans ce fort. Donc ils ont un petit peu peur d'être mal accueillis. Mais voilà, leur chef les conduit là pour une bonne raison, pour leur montrer quelque chose de très important, enfin pour montrer à sa fille. Mais évidemment, il y a le clan qui doit occuper le fort qui arrive et qui n'est pas content du tout. Donc ça se passe très mal et on va suivre après la fille de ce personnage dans sa quête, à savoir que dans sa famille, depuis des siècles, ils se transmettent des objets venant du passé, des objets assez importants quand même. Et c'est vrai que dans ce fort, ils vont découvrir quelque chose d'assez important aussi. Et voilà, elle va devoir partir avec des compagnons, traverser, enfin, arriver jusqu'aux grandes plaines. Et ensuite, elle va se retrouver dans des endroits normalement qui n'ont jamais été traversés par son clan ou les clans voisins. Bon, notamment ce qui l'anime et ce qui anime son père, c'est que l'espèce humaine est en train de décroître de plus en plus et s'ils ne font pas quelque chose, ils sont appelés à disparaître. Et, euh, et voilà, c'est un périple assez éprouvant. Alors, l'auteur, ça va être Jérôme Legris, je crois, qui fait le texte. N'hésite pas à tuer ses personnages, hein, déjà. Euh, Puis oui, c'est assez guerrier, en même temps il y a des coutumes qui doivent être respectées. Ils ont ce qu'ils appellent l'aïgis, qui passe au-dessus de tout, qui est une façon de voir les choses, qui a quelque chose de religieux, de spirituel. D'ailleurs, au tout début du tome 1, on voit un homme qui est un moine et qui fuit la tempête de météorites. Et en fait, cet homme va avoir un rôle très important dans le futur des hommes, puisque il va laisser une sorte de courant de pensée. Et au fur et à mesure que l'héroïne traverse ce paysage, on découvre aussi des vestiges de l'ancien temps. C'est assez particulier. Et puis surtout, la nature a repris ses droits dans le sens où les animaux sont beaucoup plus gros que ce qu'ils étaient, de ce qui serait à notre époque ou au Moyen Âge. Et je pense qu'ils sont doués d'une certaine intelligence, notamment au moment où ils parlent des écorcheurs. Moi, je pensais que c'était un groupe d'humains. Non, ce sont des ours, en fait, qui sont très grands et qui n'hésitent pas à pénétrer dans les forts où il y a les humains, d'ailleurs, pour les attaquer. Il y a aussi des oiseaux gigantesques qui me font penser un peu aux ptérodactyles, mais plus en chair. Et notamment, il y a un fort qui sert à des clans à capturer ces oiseaux pour pouvoir se nourrir. Quand même, ils se nourrissent quasiment toute une année sur les corps de ces oiseaux. Et un autre clan arrive et les chasse à son tour. Mais la nature oui, c'est un véritable danger, quoi. C'est elle qui a repris ses droits. Et notre héroïne va rencontrer aussi des personnages assez étranges, des hommes cerfs. On voit aussi un personnage très gigantesque qui fait presque penser à une symbiose entre un humain et un arbre. C'est très particulier. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce côté justement un peu étrange. Et puis, oui, cette façon de penser. On voit d'ailleurs que selon d'où vient le clan, il n'y a pas forcément le même courant de pensée, mais ça reste quand même le respect de cette Aïgis. C'est vraiment très bien fait. Puis oui, ce personnage qu'on voit au tout début, qui a vécu il y a des siècles, qui a laissé des traces très, très importantes de son passage dans les différents tomes qu'on a de cette série. Je me dis même qu'il y a pas mal de choses qui sont ouvertes et tout ça va se terminer en 4 tomes. C'est quand même assez court, mais en même temps ça va très vite. C'est vraiment très intéressant. J'aime beaucoup. On voit voilà, tous les différents clans, comment ils vivent, comment ils survivent. Leur façon de s'habiller, de se peindre parfois le visage ou le corps, ou d'avoir des tatouages. C'est c'est vraiment super intéressant de voir comment les hommes évoluent dans cet espace, les maladies qu'il peut y avoir aussi. Ouais, puis cette nature qui a repris ses droits, c'était vraiment très prenant. Enfin, bon, va falloir attendre l'année prochaine pour avoir le tome 4. Mais vraiment, c'est un bon graphique. J'avais peur que ce soit des gens dans le genre que j'ai déjà lu. Mais non, c'est un mélange post-apocalyptique avec ce monde qui est à mi-chemin entre la préhistoire
les débuts des civilisations, qui a un petit côté moyenâgeux aussi, qui a un côté spirituel, religieux. Enfin, franchement, j'ai beaucoup aimé. Je suis bien accro à la série. Je suis contente d'avoir pu les enchaîner comme ça tous les trois. Et puis j'ai fini en partant en vacances Ainsi vient la nuit d'Alison Saft aux éditions Big Bang avec ce superbe squelette. Alors, après avoir lu le livre, maintenant je comprends le pourquoi du squelette. Alison Saft, c'est elle qui a écrit La chasseuse et l'alchimiste. J'avais vu des retours assez mitigés, mais je pense que les gens s'attendaient vraiment à une romantaisie. Si c'est comme celui-ci, c'est pas de la romantaisie pure. Alors, la romantaisie, alors il y a une romance slow burn, vraiment slow burn. Il y a très très peu de scènes de smut et moi ça me va très bien comme ça. Il y a le soleil qui est un petit peu couvert, il y a changement d'éclairage. Mais voilà, moi ça me va très bien quand il n'y a pas trop de... Il y en a très peu, c'est vraiment, je préfère. Et puis, il sortira le 20 août, ce livre. Et, moi, je l'ai reçu aussi dans le cadre de mon partenariat avec les éditions Bragelonne. Et, non, à la fin, on se fait peut-être un petit peu plus romantaisie, mais sinon au début, pas du tout. Il y a même un petit côté gothique, j'ai vraiment beaucoup aimé. On va suivre. En fait, il y a trois grands peuples, trois grands pays dans ce monde. Il y a Vesria, Cernos et Danu. Et Danu et Vesria sont en guerre depuis un moment. Là, il y a un pacte qui a été passé, mais ça recommence à être tendu, notamment près des frontières, puisqu'il y a des soldats de Danu qui disparaissent, des soldats qui sont aussi des mages, hein, qui donc possèdent des pouvoirs assez importants. Et Vren et sa supérieure hiérarchique, qui est aussi sa meilleure amie, Una, sont envoyés pour voir ce qui se passe auprès des frontières, pour enquêter, pour savoir ce qui se passe exactement. Alors à savoir que parmi ces trois pays, il n'y a que Vesria et Danu qui possèdent des pouvoirs magiques. Les habitants de Cernos n'en possèdent pas. Alors ils ont de la magie en eux, hein, c'est expliqué. D'ailleurs, le système de magie est bien expliqué. Il est assez simple, mais bien fait quand même. C'est-à-dire qu'ils ont aussi de la magie en eux, mais ils sont incapables de la faire sortir en quelque sorte et de l'exploiter. Et en fait, Vren, elle est assez impétueuse. C'est quelqu'un qui... Elle est guérisseuse déjà. Donc, en tant que guérisseuse, elle se fiche un petit peu de savoir de quel pays viennent les personnes qu'elle soigne. Donc, elle a tendance... Or, on lui dit, non, il faut que tu sois moins émotive, faut que tu laisses moins de place à tes émotions, faut que tu sois moins impétueuse, faut que tu aies moins de compassion. Voilà, c'est des reproches qu'on lui a fait tout le temps. D'ailleurs, ça interroge beaucoup aussi effectivement sur les émotions, l'émotivité, qui est souvent vue comme... voilà, c'est vrai qu'on reproche souvent aux gens trop émotifs, trop sensibles, voilà, de trop laisser parler leurs émotions. Puis d'un côté, on dit qu'il faut laisser parler ses émotions. Enfin bon. Et je trouvais que c'était intéressant qu'on le voit aborder ici, parce que oui, du coup, elle se met un petit peu en tort parce qu'elle suit ses émotions. Elle aide parfois, elle guérit là tout simplement quelqu'un qui est un ennemi à la base. Donc évidemment, ça ne plaît pas à la reine, qui du coup la met à pied, hein, la retire de la garde, sachant que la reine est aussi sa tante. Mais Vren est considérée comme une bâtarde, bon, tout simplement parce que sa mère était la sœur de la reine et que son père était un simple fils de tavernier. Voilà, c'est un peu... il y a ce côté, encore une fois, voilà, faut être issu de la noblesse pour avoir le droit d'eux. Et Vren est un petit peu, voilà, n'est pas aimée par sa tante, alors qu'elle recherche l'amour de cette tante, puisque c'est la seule famille qui lui reste. Et quand elle la met à pied, elle se retrouve à devoir retourner dans le couvent où elle a été élevée, formée à la mort de sa mère. Et bon, elle n'en garde pas des souvenirs super parce que c'est très dur et quelque part elle s'ennuie. Et elle a envie d'aider et surtout elle a envie de rester proche de Una, qui est donc sa supérieure au niveau de l'armée, mais qui est aussi une amie très proche pour laquelle elle éprouve aussi des sentiments. Elles éprouvent des sentiments l'une pour l'autre, mais elle n'ose pas trop les montrer. Et encore une fois, Vren va désobéir à sa tante. Elle va accepter l'invitation d'un duc du royaume de Cernos, où là, pour le coup, la magie ne peut pas être exploitée. Mais du coup, c'est un pays où il y a beaucoup d'avancées technologiques, hein. Notamment, ils ont des téléphones.
ils vont bientôt avoir des voitures, comme ils disent, qui ne seront pas tirées par des chevaux. Voilà, ils sont plus en avance à ce niveau-là. Ils ont essayé de développer leur technologie à défaut d'avoir de la magie. Et ce duc, il est connu pour ses frasques, pour ses beuveries, pour ses multiples relations. Et il l'invite parce que au fin fond de son manoir, château qui se trouve perdu au milieu de la neige, tous ses domestiques sont morts les uns après les autres. Il ne en reste plus qu'un seul de domestique. Il veut que Vren l'aide à le soigner et découvre ce qu'il se passe là-bas. Effectivement, Vren va arriver dans ce château où il n'y a plus qu'une seule route pour y aller. Et du coup, il y a ce huis clos en fait hein, qui est assez important. Elle va faire la connaissance de ce mystérieux serviteur qui n'est pas un simple serviteur, du duc qui paraît quand même assez sympathique, malgré voilà, ses multiples frasques. Et il y a vraiment un huis clos et un côté gothique parce qu'il se passe des choses quand même assez étranges dans ce château. Il y a une aile qui est condamnée dans laquelle il est interdit d'y aller parce que soi-disant elle est en train de s'effondrer et que c'est dangereux. Donc on retrouve vraiment des tropes qui sont propres au roman gothique, avec cette jeune femme qui pourrait être en danger, ce serviteur qui est très malade. On se demande pourquoi, on se demande pourquoi il y a eu tous ces morts, cette aile mystérieuse. J'ai beaucoup aimé cet aspect-là gothique et effectivement en huis clos. Alors du coup, vous vous attendez pas à avoir énormément d'aventures. Voilà, il n'y a pas de combat à proprement parler, il n'y a pas de bataille. Hein. C'est pas de l'heroic fantasy ou de la high fantasy. Enfin, c'est quand même de la fantasy puisqu'on est dans un royaume imaginaire, il y a de la magie. Mais ça s'arrête là. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'inspirations différentes dans ce roman. Mais oui, pour ceux qui sont peut-être plus à la recherche de sensations fortes par des batailles, de rebondissements, c'est peut-être pas là que vous allez les trouver le plus en fait. Bon, une petite pause parce que j'entendais les enfants. Donc j'espère que j'aurai le temps de vous finir quand même cette petite vidéo. Donc c'est vraiment bien fait, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé l'ambiance et puis la romance qui se met en place. Puis toutes les questions que ça pose aussi au niveau de la guerre, parce qu'on se rend compte que bah, les gens sont utilisés pour devenir des soldats. Ces tueries qui en fait ne servent à rien. On voit un peu aussi le côté absurde de la guerre. Il y a beaucoup comme ça de réflexions effectivement sur les émotions. Est-ce que c'est vraiment être faible que de ressentir de la compassion et des émotions envers les autres, la place, enfin ce qu'est la guerre, tout ce qu'elle coûte aux gens, comment elle peut transformer de simples enfants en meurtrier, en soldat prêt à tout pour gagner et qui n'hésite pas à tuer. J'ai beaucoup aimé ce côté aussi réflexion. Donc vraiment, on n'est pas dans quelque chose, pas dans de l'aventure, on est vraiment dans un huis clos, enfin du moins pour une grosse partie du roman, et vraiment plus dans de la réflexion. Là, sans non plus que ce soit trop complexe, hein, ça reste quand même très abordable. C'est pas non plus un truc prise de tête, on va pas vous faire un cours de philo sur la guerre et les émotions, mais c'est vraiment bien fait. Il y a toutes ces questions, et du coup le personnage de Vren est vraiment très intéressant, tout comme l'est le personnage du serviteur Henri, qui va se révéler. Bon, on apprend assez rapidement qui il est, c'est marqué sur la 4e de couverture, mais moi j'évite de spoiler quand même si vous voulez lire le livre sans avoir trop lu la 4e de couverture. Bon, autant garder le mystère et pour en apprendre davantage et en apprendre aussi plus sur lui aussi qui a connu la guerre. Voilà, ça pose toutes ces questions et c'était vraiment intéressant, ça se lit très bien, j'ai beaucoup aimé. C'est un one-shot, hein, donc vous pouvez y aller tranquillement. Ce ne sera pas une nouvelle saga à répétition. Bon, en tout cas, j'ai bien aimé, c'est le premier roman que je lis de cette autrice. Bah, j'en lirai d'autres, franchement, j'ai bien aimé. On est allé faire un petit tour en librairie aussi, enfin, on a trouvé un Leclerc Culture pas très loin. Et d'ailleurs, c'est pareil, je vais vous mettre quelques images, mais j'ai pas pu trop filmer parce que bon, il y avait les enfants, il y avait quand même quelques personnes. Mais j'ai bien aimé parce que je trouvais qu'il avait des livres, le Leclerc Culture avait des livres qui avaient même de l'auto-édité, ce qu'on trouve quand même assez rarement. Donc j'ai trouvé ça vraiment très, très bien. Et bon, les enfants en ce moment sont à fond dans les mangas. Ils sont repartis dans les mangas. Notamment, ils sont repartis dans les One Piece et My Hero Academia pardon, et Blue Lock, qui est un manga sur le foot.
D'ailleurs, ce matin, on est allé au marché, pas très loin, et on est passé devant un magasin de jeux de rôle. Les garçons voulaient voir ce que c'était. En fait, à peine rentré, il y avait tout un rayon manga, donc ils sont allés faire un tour. Moi, j'ai pas trouvé. J'étais en train de chercher aussi, mais parce que je cherche des lectures peut-être un peu détentes. Mais je me dis, là, si j'achète quelque chose, je le lis tout de suite. Et bon, quand on est allé au Leclerc Culture, c'était quand? C'était jeudi. Je crois jeudi, ouais. Ou vendredi, je sais plus. Non, c'était jeudi. Je me suis dit, voilà, je prends un livre, mais je le lis tout de suite. Il y a des rayons importants. Et j'ai trouvé, je n'ai pas trouvé ailleurs, c'est La nébuleuse captive de Romain Benassaia. C'est chez Déclic, qui est une maison d'édition indépendante. Non, c'est chez Critique. Critique, et ils ont ouvert une collection Young Adulte qui s'appelle Déclic. J'en avais parlé d'ailleurs dans les sorties vidéo. Ils ont sorti 2 livres, donc La nébuleuse captive, et l'autre c'est Station Symbiose. Voilà. Et j'ai commencé à le lire. Donc c'est du young adulte, mais du young adulte, je trouve qu'il fait réfléchir, mais qui se lit très bien. C'est hyper fluide. Romain Benassaia, j'avais déjà lu un de ses romans. Alors je sais jamais lequel c'est parmi les 3 poches que j'ai lues. Je confonds. Je sais jamais si c'est Pyramide ou La Dernière Arche. Je me souviens de l'histoire, mais je crois que c'est La Dernière Arche, mais je suis pas sûre. Là, apparemment, ça se passe aussi dans l'univers de Pyramide. Donc je pense que c'est La Dernière Arche que j'ai lu, parce que ça me dit rien. Et ouais, c'est hyper fluide, ça se lit très très bien, et en même temps, bah, ça pose plein de questions. C'est vraiment très intéressant. On suit Silka. Alors les humains là vivent sur une nébuleuse, alors qu'ils, enfin, près d'une nébuleuse, ils sont dans une espèce de euh, pas de bâtiment, mais de planète qui ressemble à un coquillage, et tout autour, bah, il y a une nébuleuse, donc un voile en fait qu'ils ne doivent pas traverser. Et Silka au tout début doit passer une épreuve pour être choisie par peut-être par la déesse, puisqu'elles sont deux à passer cette épreuve. Son père est ce qu'on appelle un interprète. Alors, tous les humains qui vivent là, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne parle pas de la Terre. Il n'y a aucune, peut-être qu'à la fin, je ne sais pas trop, on saura d'où ils viennent, mais tous les humains qui sont là, alors ils vivent dans des nébuleuses différentes, et ils doivent obéir à un dieu ou une déesse qui leur parle par l'intermédiaire d'un ou une interprète. Ils doivent obéir, mais aveuglément, hein, c'est-à-dire si on leur dit tu dois tuer un tel ou une telle, tu le fais, c'est tout. Et, voilà, et donc le père de Silka est un interprète, et elle aimerait lui succéder. Bon, bah, j'ai pas, c'est pas un spoil de vous dire que c'est elle qui va être choisie par la déesse, puisque on va la suivre après, et elle doit continuer une formation, notamment en allant dans l'espace. Alors ils peuvent quand même aller dans l'espace avant de traverser le voile et pas coller à leur espèce de planète. Et au cours de ce voyage dans l'espace, leur vaisseau est attaqué par des pirates qui veulent récupérer quelque chose. Et Silka arrive à s'enfuir, et elle se retrouve sur une autre planète. Alors elle a avec elle une espèce de créature qui est entre le serpent, la chenille, mais plutôt sympathique, qui est capable de lui parler par télépathie. Elles sont capables toutes les deux de se parler par télépathie. Elle va l'appeler Saphir, cette créature, et cette créature va avoir quelques dons qui vont être bien utiles. Le monde qui est développé est vraiment intéressant, puisqu'il y a ces nébuleuses dans lesquelles vivent les humains. On ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas qui sont ces dieux et déesses, d'où ils viennent non plus. En plus, certains humains n'ont pas obéi à leur dieu ou déesse, donc ils vivent encore sur ces planètes, mais comme ils ont été abandonnés par leur dieu et déesse, bah, c'est un petit peu l'anarchie, c'est la loi du plus fort. Il y a des pirates qui se réfugient là, toutes sortes de mercenaires, il y a beaucoup de pauvreté. Silka va découvrir tout ça, puisqu'elle va trouver refuge sur un de ces mondes. Elle va faire aussi la connaissance de ceux qu'on appelle les... Je ne sais même plus comment. Alors, on me demande aussi si ce sont des humains, ce sont des gens avec qui ils font avec qui son monde fait affaire au niveau... enfin, il y a une économie en fait qui s'est mise en place, c'est-à-dire que eux, la nébuleuse de Silka leur offre par exemple des fruits, là ce sont des pommes. C'est très important évidemment quand il y a peu de culture, bah, évidemment c'est très important la nourriture. Et ils donnent, et en échange, ils récupèrent des métaux que les dieux leur réclament d'ailleurs.
Donc il y a plein de mystères comme ça, mais franchement, parce que c'est vrai que le roman que j'avais lu en poche de Romain Benassaya était assez dense quand même. Comme là, c'est plus pour du... Enfin, c'est pas du young, c'est du young adulte plus, hein. Comme c'est quand même pour du young adulte, c'est quand même beaucoup plus abordable. Je pense que pour ceux qui voudraient aussi commencer de la SF, qui posent plein de questions aussi, bah, genre, on ne sait pas quelle est l'origine des humains ni des dieux, à quel point c'est aussi qu'il y a une part certainement de manipulation, parce que obéir comme ça aveuglément à un dieu, bon, nous, humains de notre époque, on remet plutôt ça en question. Heureusement, même si tout le monde ne le fait pas, mais bon, on n'obéit plus aveuglément à des dieux comme ça, on remet des choses en question, on se pose des questions. Eux, non, ne se posent pas de questions. Et voilà, c'est intéressant, ça va être intéressant, je pense, de suivre le cheminement de Silka. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, j'ai fait une pause pour commencer un autre livre que j'ai reçu en service de presse, mais celui-là, il est vraiment super, super intéressant. Je pense que je vais essayer peut-être de trouver l'autre station Symbiose qui a été écrit par Noémie le mot que je ne connais pas, mais s'il est aussi bien que celui-là, enfin, bon, celui-là, je ne l'ai pas fini encore, mais franchement, il est bien. Voilà, on va suivre le parcours de Silka qui veut retrouver sa nébuleuse d'origine, tout ce qu'elle va devoir affronter. C'est-à-dire qu'elle va voir ce que c'est qu'une nébuleuse où il n'y a pas de dieu ou de déesse. Elle va rencontrer les pirates, elle va rencontrer donc ces autres créatures avec qui sa nébuleuse a mis en place, je suis en train de vous dire, une économie. Et alors ces créatures, je ne sais pas si elles sont humaines à la base et si elles se sont transformées selon l'endroit où l'on vit. C'est quelque chose qu'on retrouve chez Romain Benassia, c'est-à-dire que selon l'endroit où les humains vivent, le lieu, la planète où ils vivent, ils vont se transformer physiquement. Et là, pour moi, c'est quand même des humains, mais je pense qu'ils ont subi des transformations à cause ou grâce à l'endroit où ils vivent. Ils sont très grands, très maigres, blancs, très blancs de peau. Voilà, alors que Silka rentre plutôt dans nos... Enfin, voilà, c'est une humaine lambda, je pense. Elle est brune, elle a peut-être un peu la peau... Non, elle n'a pas la peau mate. Mais voilà, quoi, ça pourrait sembler une terrienne lambda. Mais vraiment, ça pose plein de questions. Je trouve ça vraiment super intéressant. C'est vraiment bien. J'aime bien. Donc, je vais essayer de le recaser entre deux, de le finir, parce que c'est... J'ai hâte de savoir où ça va venir, si on va avoir des réponses aussi sur ces mystérieux dieux et déesses. Puis, je suis restée un petit peu dans la SF. Donc, en commençant Une nuit infinie de Elliot Schrefer aux éditions Rivka, que j'avais reçu en service de presse. Bon, c'est fait exprès, hein. Il y a ce côté flou, où là c'est pareil, en fait la Terre se meurt et les Terriens espèrent pouvoir coloniser Titan, qui est un des satellites de la planète Saturne. Une femme, Minerva, est envoyée dans l'espace. Alors ça, c'est ce qui s'est passé avant. Elle a été envoyée vers Titan avec d'autres personnes pour, disons, voir un peu ce qui s'y passait, faire les premiers pas sur ce satellite, sauf que d'un seul coup, plus personne sur Terre n'a eu de nouvelles de cette femme et de son équipage. On ne sait pas ce qui s'est passé. Donc c'est vrai que la Terre est retombée un peu dans le désespoir. Et 2 ans plus tard, il y a une balise de secours qui a été activée par le vaisseau spatial de Minerva à partir de Titan. Donc on a ces 2 jeunes hommes qui sont envoyés dans l'espace. Sauf que quand le roman débute, on suit Ambrose, qui doit être celui-ci, je pense. On apprend ses liens avec Minerva. Il se réveille. Il apprend par le... Comment il a une intelligence, une IA qui est avec lui. Bon, je ne sais pas ce que va donner cette IA à long terme, si elle cache des choses aussi. Et il ne se souvient plus du moment. Alors, il se souvient de sa vie d'avant, quand il est rentré pour devenir astronaute, pourquoi il a fait ça, mais il ne se souvient plus du décollage. Donc, c'est assez mystérieux. Et en même temps, son vaisseau a été amarré en quelque sorte à un autre vaisseau spatial qui vient d'un autre pays, où se trouve ce jeune homme. Donc lui aimerait bien, plutôt que de rester le seul humain tout seul dans son vaisseau jusque Titan, il a envie de faire connaissance, mais l'autre est pas trop pour. Voilà, donc il communique grâce à l'IA, puisque l'IA est reliée aux 2 vaisseaux. À savoir aussi qu'ils représentent chacun 2 pays, apparemment qui sont les seuls pays qui existent encore sur Terre. Il y a la Fédération et Dimocratia. Voilà, donc ils ont des modes de vie, de pensée assez différentes.
Ça, c'est pareil, c'est intéressant de voir un peu bon, ce qui est devenu la planète Terre et comment les humains se sont rassemblés et puis voir un peu les dissensions entre ces deux personnages. Alors, j'ai pas lu grand-chose pour le moment, je suis même pas à 100 pages. Par contre, ce qui m'embêtait un petit peu, alors j'avais lu, il me semblait me souvenir que j'avais lu que il y avait une romance MM, sauf que là, je trouve que ça prend déjà beaucoup de place. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce que pense, je ne sais plus son nom, il vient de Dimocratia, et lui est Ambroise de la Fédération. Dimocratia, ils sont vus plutôt comme des gens qui vivent encore comme au XXIe siècle, un peu rétrograde. Sauf que Ambrose, quand il voit l'autre astronaute, il le trouve beau, magnifique, superbe. Il a même une Néréa, voilà. Euh, Attends, mec, t'es dans l'espace, t'es quasi tout seul et tu penses qu'à ça. Enfin, bon, j'espère que ça va pas trop tourner autour de ça non plus. On va pas passer notre temps autour d'une romance, autour du ah, ouais, il est trop beau, je kiffe, il m'aime pas, parce qu'on peut dire que les premiers contacts se passent pas super bien. J'espère que ça va pas être que ça, parce que je savais qu'il y avait une romance elle-même. Enfin, dans mes souvenirs, il y en avait une, mais je ne pensais pas que. Voilà, on serait tout de suite dans ce trope un peu de je te trouve trop beau, quoi. Et tu m'aimes pas, mais je te trouve trop beau quand même. Bon, j'espère que ça va pas être que ça. En plus, j'ai vu le compte des éditions Rivka. Il y a un tome 2 qui va arriver en 2026. Je pensais que c'était un one-shot parce que c'est noté nulle part que c'est un tome 1. Mais si ce sera bien un tome 1. Bon, j'espère quand même que je vais m'y retrouver dans le côté SF. La couverture est très belle en plus. D'habitude, Rivka ne font pas des choses comme ça. Là, je vois, ils ont beaucoup plus travaillé. Hop, dans ce sens-là, ça ira mieux. Non, c'est pareil. Ils ont beaucoup mieux travaillé leur couverture. Elle est vraiment très très belle. Voilà. Bon, après, à voir si c'est pas trop... je regarde vite fait l'auteur... diplômé de littérature française et américaine à Harvard. Il a enseigné à Rome avant de revenir aux États-Unis. Il vit à New York avec son mari. Il est auteur d'une vingtaine de romans et enseigne l'écriture créative en parallèle. Ouais, bon, j'espère que ça ne va pas trop tourner romance, mais je reviendrai vous en parler ultérieurement et vous donner un petit peu l'avancée, en tout cas, de mes deux lectures. Ah, bah tout de suite pour vous, et je vous dis à bientôt, bye. Hello, je vous retrouve, je crois que nous sommes le 17 ou 18 août. Je ne les ai pas repris depuis un moment. Bon, étant toujours en vacances, c'est vrai qu'on bouge pas mal. Alors, comme vous pouvez le voir, ce n'est plus le même décor. Mais je vous expliquerai voilà, un peu mes pérégrinations lors du prochain vlog. Et puis, je viens surtout pour vous parler d'une de mes dernières lectures que j'avais déjà commencé dans ce vlog, qui est Nuit infinie de Elliot Schrefer aux éditions Rivka. Alors c'est vrai que j'avais des craintes vis-à-vis de ce livre parce que je trouvais que la romance prenait trop de place et en fait par la suite c'est plutôt que la romance s'intègre vraiment très très bien au récit. J'ai beaucoup aimé en fait, il y a un plot twist, c'est en plusieurs parties. À la fin de la partie 1, on se doute qu'il y a des choses étranges, hein, mais voilà, de voir ces deux jeunes hommes seuls dans l'espace, qui font partie de deux pays, les deux seuls pays restants sur la planète Terre, plus quelques petits pays satellites, mais c'est les deux grosses puissances qui restent, qui ont des façons de vivre assez différentes, qu'on découvre d'ailleurs par le récit, parce que se racontent les deux héros. Et voilà, et on sent que c'est assez tendu entre les deux au départ, même si Ambrose est attiré par Célius. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Et ouais, on voit des façons de penser. Et comment ils vont petit à petit devenir amis et plus. Et puis, il y a ce plot twist qui arrive, qui change tout, mais c'est super bien fait. Et puis, après, du coup, ça prend une autre tournure. Et en fait, on se dit, heureusement qu'il y a cette romance, heureusement qu'il y a cette amitié entre ces deux jeunes hommes, puis des sentiments amoureux, parce que, en fait, quelque part, c'est un peu la touche de positif, on va dire, dans cette histoire. Et heureusement que cette histoire est là, elle s'insère vraiment très bien dans le récit. Elle permet de
voilà, de garder espoir et de se dire que tout compte fait, l'espoir de l'humanité, c'est les sentiments positifs qu'on peut avoir les uns envers les autres, que ce soit la compassion, l'amitié, l'amour et puis surtout l'espoir. Et vraiment, à ce niveau-là, c'était vraiment très bien fait. Vraiment une belle histoire. Moi, j'ai beaucoup aimé. Moi qui suis pas très romance et enfin qui n'en lit plus beaucoup. Et bon, dans un SF, c'est pas forcément ce que j'attends. Franchement, là, elle s'insère parfaitement dedans et au contraire, elle sert le récit. En plus, c'est un récit SF qui est vraiment très abordable, c'est-à-dire qu'il pourrait être lu par des lecteurs, des non-lecteurs de SF, hein, puisque voilà, on n'a pas beaucoup d'explications techniques, hein, ils sont dans l'espace, il y a quelques sorties en dehors du vaisseau, il y a une IA, il y a un robot qui s'occupe aussi du vaisseau, mais c'est pas technique, on va plus savoir ce qui s'est passé sur Terre, comment ils s'en sont arrivés là, pourquoi on a envoyé ce vaisseau dans l'espace pour porter secours à la sœur d'Ambrose. Voilà, et on apprend en même temps comment vivent les humains sur Terre, et c'est tout en ayant voilà, des petits indices disséminés un petit peu partout qui nous font nous demander ce qui se passe exactement. Mais voilà, c'était vraiment très bien fait. Voilà, de l'ASF, donc même si vous n'aimez pas les récits d'SF, voilà, c'est un récit d'aventure, une belle romance, de beaux sentiments humains, tout en étant assez dur quand même, hein, puisqu'on est quand même dans de l'anticipation quelque part. Mais franchement, c'était une belle histoire, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Pour moi, ça aurait presque pu s'arrêter à ce tome 1. D'ailleurs, c'est pas marqué que c'est un tome 1, c'est juste parce que Rivka a annoncé sur son compte Instagram que la suite sortait l'année prochaine. Ça pourrait presque se suffire à lui-même, je trouve. Bon, je sais pas ce que ça va donner pour la suite, ce qu'on va avoir exactement. D'ailleurs, je me pose certaines questions sur la façon dont ça va être tourné, mais en tout cas, je lirai parce que j'ai beaucoup aimé. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez les livres dont je vous ai parlé dans ce vlog qui sera un petit peu long encore une fois. Moi, je vais continuer à vous emmener avec moi un petit peu en vacances, vous montrer un petit peu voilà, ce qu'on a fait. Et puis, voilà, j'espère que ça vous plaira. Moi, ça me fait plaisir comme ça de vous prendre avec moi par moment, même si c'est pas toujours facile de trouver des moments pour filmer, parce qu'entre le mari et les enfants qui sont là, et puis les visites qu'on fait, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Mais voilà, j'aime bien voilà, vous emmener avec moi et garder quand même ce petit lien. Et puis j'espère que ces vlogs vous plairont et puis vous donneront un petit bout de vacances. Du soleil, ça, il y en a, il n'y a pas de souci. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous plaira. Et puis je vous dis à très bientôt donc, pour un nouveau vlog. Bye bye!